À 6 heures du matin précise, les hurlements de ma femme ont déchiré le silence. Elle criait mon nom, hystérique. J'avais changé toutes les serrures. Quelques minutes plus tard, son amant est arrivé, un pied de biche à la main. Je vais entrer pour récupérer l'argent, a-t-il lancé. Puis derrière moi, une voix grave et calme a murmuré « Écartez-vous, je m'en occupe ». La porte s'est ouverte, et ce qu'ils ont vu ensuite les a laissés tremblants. Mais avant de continuer, je suis heureux que vous soyez ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin, et dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous me regardez. J'aimerais savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Le bruit m'a frappé comme un coup de masse à exactement 6 heures du matin. La voix de Charlotte, aiguë, désespérée, transperçait le froid de janvier comme une lame dans le silence. « Joseph, Joseph, ouvre cette porte tout de suite. Je sais que tu es là. » J'étais assis au bord de mon lit, encore en pyjama. Mes mains tremblaient autour de ma tasse de café. La céramique était chaude, mais elle ne suffisait pas à dissiper le froid qui s'était installé en moi depuis le 23 décembre. Le jour où j'ai trouvé les reçus d'hôtel. Le jour où j'ai découvert que ma femme, après 28 ans de mariage, menait une double vie. Les coups contre la porte d'entrée devinrent plus violents. Je pouvais entendre ses talons claquer nerveusement sur le porche en bois, tandis qu'elle faisait les 100 pas. À travers la fenêtre de la chambre, j'apercevais ses cheveux. Blonds, platine, capturaient la lumière pâle du matin. Même dans le désespoir, Charlotte paraissait impeccable. Elle avait toujours su soigner les apparences. C'est d'ailleurs ce qui m'avait séduit autrefois, quand j'avais 28 ans et que j'étais assez naïf pour croire que l'amour pouvait tout surmonter. J'ai des droits, Joseph. Cette maison est aussi la mienne. Tu ne peux pas changer les serrures et faire comme si je n'existais pas. Des droits. Ce mot me donna la nausée. Pendant 28 ans, je lui avais tout offert. La maison de Maple Street, avec son jardin de roses qu'elle tenait absolument à planter. Une allocation mensuelle de 3 500 $ qu'elle dépensait en vêtements de créateur et en soins luxueux. La liberté de redécorer chaque pièce 2 fois, pendant que je travaillais 16 heures par jour pour bâtir mon cabinet de conseil à partir de rien. Je me suis approché de la fenêtre du salon et écarté légèrement le rideau. Charlotte se tenait juste devant la porte, son manteau rouge tranchant violemment avec la blancheur de l'hiver. Sa respiration formait de petits nuages dans l'air glacial. « Je sais que tu m'entends. N'ose pas m'ignorer comme une inconnue. » Une inconnue. Si seulement elle savait à quel point ce mot décrivait parfaitement ce qu'elle était devenue pour moi. La femme avec qui j'avais partagé un lit pendant près de 3 décennies était désormais une étrangère. La véritable Charlotte s'était révélée dans ses reçus d'hôtel, dans les relevés de cartes bancaires que j'avais ignorés pendant des mois, dans les mensonges que je n'avais pas voulu voir. Mon téléphone vibra sur la table basse. Un message d'elle. « Arrête d'être immature. Nous devons parler de nos finances. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Nos finances. » Encore un mensonge enveloppé dans un pronom possessif. Il n'y avait plus de nous. Pas depuis que j'avais découvert qu'elle vidait méthodiquement notre compte commun pour financer sa liaison. 50 000 $, disparus, transférés vers des comptes inconnus, dépensés lors de soi-disant week-ends entre filles au spa. Les coups redoublèrent d'intensité. Sa voix se brisait sous la frustration. « Très bien. Tu veux jouer à ça? Je vais te montrer ce que c'est, un jeu. Derek arrive, et il est beaucoup moins patient que moi. Derek. » Le prénom résonna dans la maison silencieuse, et au loin, j'ai entendu le bruit d'un moteur qui s'arrête. Rien que d'entendre son nom me serrait la poitrine, un mélange brûlant de rage et d'humiliation. Derek Molina, 37 ans, coach sportif dans la salle où Charlotte prenait soin de sa santé depuis 2 ans. C'était moi qui l'avais encouragé à s'inscrire, moi qui avais payé l'abonnement, fier que ma femme prenne soin d'elle. Quel imbécile j'avais été. À travers la fenêtre, je la regardais sortir son téléphone. Elle composa un numéro. Sa voix se fit plus basse, presque un murmure, mais l'air froid transportait des fragments de sa conversation. « Oui, c'est moi.
Il a changé les serrures. Non, il ne veut pas. Écoutez, tu dois venir maintenant et apporte ce dont on a parlé. Ce dont on a parlé? Un froid glacial me traversa les veines. De quoi avait-il parlé exactement? Jusqu'où était-il prêt à aller? Je m'éloignai de la fenêtre et me dirigeai vers mon bureau. La pièce sentait le cuir et les vieux livres. Un sanctuaire que j'avais construit au fil des années. Le bureau de mon grand-père trônait dans un coin, couvert de documents financiers que je compulsais obsessionnellement depuis que j'avais découvert la vérité. Relevés bancaires, portefeuille d'investissement, dossiers d'entreprise. Tout ce que j'avais bâti, tout ce pourquoi j'avais travaillé, étalé devant moi comme les pièces d'un puzzle que j'essayais désespérément d'assembler. Le téléphone sonna. Charlotte. Je laissai tomber sur la messagerie. Elle rappela. Encore et encore. À la 4e tentative, je décrochai. « Qu'est-ce que tu veux, Charlotte? »« Oh, donc tu es vivant ?» Sa voix était sucrée, artificiellement douce, le ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « Chérie, c'est ridicule. Ouvre la porte et parlons comme des adultes. » Je serrai la mâchoire. Les adultes ne prennent pas 75 000 $ sur le compte professionnel de leur conjoint. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait avouer. Montrer un fragment de la femme dont j'étais tombé amoureux des décennies plus tôt. Au lieu de ça, elle rit. « C'est donc ça, Joseph? Tu deviens paranoïaque. » Était pour notre avenir. Pour des investissements que tu n'aurais jamais approuvés. Tu es trop conservateur, trop effrayé pour prendre des risques. Je sentis quelque chose se briser en moi. Des investissements dans des chambres d'hôtel avec ton petit ami? Un silence, plus court cette fois. Ne sois pas vulgaire, ça ne te ressemble pas. Je raccrochai et je bloquai son numéro. Le silence qui suivit était presque pire que ses cris. Je pouvais l'imaginer sur le perron, fixant son téléphone avec incrédulité. Charlotte n'avait jamais été habituée à être ignorée. Dans notre mariage, c'était elle qui contrôlait le récit. Elle décidait quand les conversations commençaient et quand elles s'arrêtaient. 20 minutes passèrent. Puis elle recommença à crier. Mais cette fois, plus de douceur feinte, plus de masque, seulement la vérité brute. Tu te crois tellement supérieur, n'est-ce pas? Assis là-dedans comme une victime irréprochable. Mais laisse-moi te dire une chose, Joseph Mitchell. Tu n'as jamais été suffisant pour moi. Pas assez d'excitation, pas assez de passion. Jamais assez, quoi que ce soit. Chaque mot me frappa comme un coup physique. Et pour la première fois, je réalisais que je ne connaissais peut-être jamais vraiment la femme que j'avais épousée. Je me laissais glisser le long de la porte du bureau, jusqu'à m'asseoir sur le parquet froid. La femme que j'avais chérie, protégée et pour laquelle j'avais tout donné détruisait, méthodiquement, chaque souvenir que nous avions construit ensemble. Derek me donne ce que toi, jamais tu n'as pu. Sa voix perçait chaque recoin de la maison. Il me fait sentir vivante. Il me fait sentir femme, et pas seulement cette épouse oubliée, mariée à un homme ennuyeux. Je fermais les yeux, essayant d'ignorer ces mots, mais ils s'imposaient partout. Elle criait maintenant, indifférente à qui pouvait l'entendre. Je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que toi. Chaque mot était un poignard. 28 années de mariage, réduites à une pluie d'accusations et d'insultes. Je repensais à notre jour de mariage, à quel point elle était radieuse dans sa robe blanche, aux promesses d'aimer pour le meilleur et pour le pire. Apparemment, le pire signifiait découvrir la vraie nature de la personne que j'avais aimée. Un claquement de portière retentit dehors, suivi de lourds pas sur le gravier. La voix de Charlotte changea aussitôt. « Dieu merci, tu es là. Il a perdu la tête, Derek. Il m'a enfermé dehors. » Une voix masculine, plus grave et plus dure que je ne l'avais imaginé, répondit « Ne t'inquiète pas, ma belle, je m'en occupe. » Je me levai lentement, chaque genou protestant. À 56 ans, chaque année de ma vie me pesait, surtout face au jeune amant de Charlotte. Par la fenêtre, je le vis grand, musclé, en jean et blouson de cuir, tout ce que je n'étais pas. Mais quelque chose changea en moi. La douleur et la trahison accumulées
ces dernières semaines, se cristallisèrent en quelque chose de plus dur, plus précis. Je n'étais plus le jeune naïf qui avait épousé Charlotte. J'avais 56 ans. J'avais construit une entreprise à partir de rien et survécu à des épreuves qui auraient brisé n'importe quel homme plus faible. Charlotte et son amant avaient fait une grave erreur. Ils pensaient avoir affaire à une victime. Ils allaient rencontrer un homme qui n'avait plus peur de perdre ce qui n'avait jamais vraiment été à eux. La porte d'entrée trembla sous ce que j'imaginais être le poing de Derek. Sa voix résonna à travers le bois. « Ouvre, vieil homme, on a besoin de parler. » Je me dirigeai calmement vers la cuisine et me servis une tasse de café. Qu'il frappe, crie, menace ou se ridiculise, j'avais tout le temps du monde. Après tout, j'étais le seul à avoir les clés. Le métal qui racla contre le bois fit frissonner mon sang. Par la fenêtre, je vis Derek retourner vers son énorme pick-up noir, comme s'il venait d'un chantier plutôt que de notre quartier tranquille. Lorsqu'il revint, il tenait quelque chose qui fit chavirer mon estomac. Un pied de biche. La voix de Charlotte tremblait maintenant de panique. « Joseph, c'est ta dernière chance. Derek n'aime pas qu'on le fasse attendre. » Je posai ma tasse de café avec une calme délibérée et me dirigeai vers le couloir. Les rayons du soleil matinal traversant les panneaux de vitrail projetaient des ombres colorées sur le parquet. Le même parquet où Charlotte et moi avions dansé pour notre 10e anniversaire. Ce souvenir semblait appartenir à une autre vie. La voix de Derek fendit la porte comme une lame. « Écoute-moi bien, vieux. Je ne sais pas à quel genre de jeu tu crois jouer, mais ça s'arrête ici. Charlotte a tout à fait le droit d'être dans cette maison, et je suis là pour m'assurer qu'elle obtienne ce qui lui revient. » « Ce qui lui revient ?» La phrase me fit serrer les mâchoires. Je pressai mon oreille contre la porte massive en chêne, écoutant leur conversation de l'autre côté. « Tu penses que ça va prendre combien de temps ?» demanda Charlotte, et je sentis la nervosité s'immiscer dans sa voix, malgré son courage apparent. « Pas longtemps, » répondit Derek. « Ces vieilles portes ne peuvent pas retenir quelqu'un qui veut vraiment entrer. Et puis que va-t-il faire? Appeler la police pour dire quoi? Que sa femme veut revenir chez elle? » Ils rirent tous les deux, et ce rire me déchirait les nerfs, comme des ongles sur un tableau noir. Ces deux personnes se tenaient sur ma propriété, planifiant de forcer l'entrée de ma maison. Et ils trouvaient ça drôle. « Fais juste attention avec la porte, » dit Charlotte. « On ne veut pas abîmer quoi que ce soit inutilement. Après tout, je vais revenir y vivre bientôt. » Revenir y vivre bientôt. L'audace me stupéfia. Croyait-il vraiment qu'après tout ce qu'elle avait fait, après chaque mensonge et trahison, elle pouvait simplement s'imposer dans ma vie? Le premier coup de pied de biche contre l'encadrement me fit vibrer tout le corps. Violent, destructeur, et quelque chose en moi bascula. Ce n'était pas seulement une attaque contre ma propriété. C'était une agression contre tout ce que j'avais construit, tout ce pour quoi j'avais travaillé. « Voilà, chérie, » encouragea Charlotte. « Encore quelques coups, et on sera à l'intérieur. » « Cette porte est plus solide que je ne pensais, » grogna Derek, entre deux frappes. « Ton mari peut être un vieux fou ennuyeux, » dit Charlotte avec venin dans la voix. « Mais il ne lésine pas sur la sécurité de la maison. »« Fais-moi confiance, » continua-t-elle. « Joseph est radin sur tout ce qui compte. Tu devrais voir combien il me donne. 3 500 $ par mois. Comme si je devais vivre comme une ménagère de banlieue avec cette somme. » Je faillis rire de l'absurdité. C'était plus que le revenu total de la plupart des familles, et elle en parlait comme d'une misère. Le pied de biche de Derek frappa à nouveau, cette fois avec plus de force. Je voyais l'encadrement commencer à se fendre près des charnières. « Ne t'inquiète plus pour l'argent, » dit Derek, haletant. « Une fois à l'intérieur et que tu me montres où il garde ses papiers importants, nous aurons accès à toute la maison, l'entreprise, tout. Il a probablement tout caché, » répondit Charlotte, et je pouvais l'entendre marcher sur le porche. Joseph est paranoïaque avec l'argent, toujours eu peur. Mais je sais où il cache son coffre. Je sais où il garde tout ce qui compte, le coffre-fort.
connaissait l'emplacement de mon coffre parce qu'elle était ma femme, parce que je lui avais confié mes possessions les plus importantes, les papiers d'assurance, les documents de l'entreprise, les médailles de guerre de mon grand-père, les bijoux de ma mère. Tout ce que je chérissais se trouvait dans ce coffre, tout ce qui représentait l'héritage de ma famille. À ton avis, combien vaut-il vraiment ? Demanda Derek, marquant une pause dans son assaut contre ma porte. Le rire de Charlotte était froid, calculateur, bien plus qu'il ne voudra jamais l'admettre. L'entreprise seule rapporte plus de 200 000 $ par an, et ce n'est que ce que je sais. Et puis il a hérité de cette maison de ses parents, donc il n'y a pas de prêt immobilier, et les investissements. Elle s'interrompit un instant, mais je pouvais presque entendre ses calculs mentaux. Les investissements. Le grand-père de Joseph lui a laissé un portefeuille qu'il enrichit depuis 30 ans. Des placements conservateurs, mais qui valent probablement près d'un demi-million aujourd'hui. Peut-être plus. Derek siffla doucement. Pas étonnant que tu sois resté marié si longtemps. La cruauté de cette remarque me frappa comme un coup physique. Charlotte était restée avec moi pour mon argent. À ton avis, toutes ces années où je pensais que nous construisions une vie ensemble, souffla-t-elle, ce n'était que tolérer ma présence, tout en planifiant ma sortie. Tu sais à quel point c'est difficile de faire semblant d'aimer quelqu'un pendant tout ce temps. 28 ans, de sourire et hocher la tête quand il parle de ses affaires ennuyeuses, de feindre la gratitude quand il m'offre des fleurs ou organise ces stupides dîners romantiques. Ces stupides dîners romantiques. Je repensais à tous les anniversaires que j'avais soigneusement planifiés, aux escapades surprises du week-end, à tous les petits gestes pour lui montrer mon amour. Pour elle, tout cela n'avait été que des fardeaux à supporter. Mais ça en valait la peine, continua-t-elle avec une excitation croissante. Maintenant, nous pouvons tout prendre et recommencer à zéro. Toi et moi, Derek. Nous pouvons voyager, vivre dans un endroit excitant, réaliser tous mes rêves alors que j'étais prisonnière de cette banlieue. Le pied de biche frappa à nouveau et j'entendis le bois se fendre. Derek progressait et j'estimais qu'il franchirait la porte dans moins de 10 minutes. Je devais décider vite. Appeler la police, mais Charlotte était encore légalement mon épouse avec des droits sur la propriété. Tenter de raisonner avec eux, ils avaient déjà montré que la raison n'était pas dans leur stratégie. « Parle-moi du coffre » haleta Derek, épuisé par l'effort. Il est derrière le tableau dans son bureau, celui du phare, une stupide image sentimentale de notre lune de miel. Mais il a toujours été attaché à des choses sans importance. Des choses sans importance. Le tableau montrait le phare où nous avions passé notre première nuit en tant que mari et femme. Je l'avais commandé pour notre 5e anniversaire, et Charlotte avait souri quand je l'avais accroché dans mon bureau. Une autre performance, un autre mensonge dans un mariage bâti sur la tromperie. « Quelle est la combinaison » demanda Derek. Le rire de Charlotte était triomphant. L'anniversaire de sa mère. Joseph n'était jamais très créatif pour ce genre de choses. C'était le 07-09-1934. Je fermais les yeux, le cœur au bord de l'arrêt. Elle avait raison. La combinaison, c'était l'anniversaire de ma mère. Je l'avais choisi parce que ma mère avait toujours apprécié Charlotte, l'avait accueillie dans notre famille à bras ouverts. Même sur son lit de mort, ma mère m'avait fait promettre de veiller sur Charlotte, de l'aimer quoi qu'il arrive, malgré toutes les épreuves. Si ma mère pouvait voir ce moment, entendre sa belle-fille trahir chaque confidence, violer chaque confiance, son cœur se serait brisé une nouvelle fois. Les coups de pied de biche résonnaient avec une régularité inquiétante, déterminée. Derek avait trouvé son rythme, et la porte commençait à céder. Une fois à l'intérieur, dit Derek, je veux que tu ramasses tout ce qui a de la valeur et que l'on peut emporter facilement. Bijoux, argent liquide, documents importants. On reviendra avec un camion pour le reste. Et Joseph demanda Charlotte, et pendant un instant, j'eus presque l'illusion qu'elle se souciait de moi. Et lui, ce n'est qu'un vieil homme. S'il tente quelque chose, je m'en occuperai. S'en occuper. Derek ne se contentait pas de vouloir me voler. Il était prêt à utiliser la violence si je résistais. Je reculais de la porte, l'esprit en ébullition. Ces gens n'étaient pas désespérés et impulsifs. C'était un crime calculé,
planifié et exécuté par 2 personnes qui me voyaient comme un simple obstacle entre elles et mon argent. L'ironie me frappa de plein fouet. Pendant des mois, j'avais été paralysé par la peur de perdre Charlotte, terrifié par la solitude que le divorce aurait apportée. J'étais prêt à presque tout pardonner pour sauver notre mariage. Mais en écoutant sa cruauté désinvolte, son absence totale de remords ou d'affection, je compris que je pleurais quelque chose qui n'avait jamais vraiment existé. Charlotte, celle que j'avais aimée, n'était qu'une fiction, un rôle qu'elle jouait pour accéder à mes ressources. La vraie Charlotte se tenait sur mon porche, encourageant son amant à cambrioler ma maison pour tout voler. Le pied de biche de Derek frappa à nouveau la porte, et cette fois le son métallique, mordant le bois, était terriblement précis. L'encadrement cédait. Dans quelques minutes, il serait à l'intérieur, emportant tout ce qui m'importait. Mais alors que je restais dans mon couloir, entouré de 28 ans de souvenirs désormais transformés en mensonges, une sensation inattendue me traversa. Le soulagement. La femme que j'avais tenté désespérément de sauver venait de me révéler exactement qui elle était vraiment. Et pour la première fois depuis des mois, je savais ce que je devais faire. Je me dirigeai vers mon bureau et pris mon téléphone. Mais au lieu d'appeler la police, je composai un autre numéro. Un numéro que je n'avais pas appelé depuis trop longtemps. « Marcus, dis-je lorsque mon frère décrocha. J'ai besoin de ton aide. » L'appel à Marcus ne dura pas plus de 60 secondes. Mon petit frère avait toujours été un homme de peu de mots, surtout depuis ses années dans l'armée. Quand je lui ai expliqué ce qui se passait, il y eut un long silence. Puis simplement, « Je suis à 20 minutes. N'ouvre pas cette porte avant que j'arrive. » 20 minutes. Je regardais le cadre de ma porte qui se fendait sous la pression, et me demandais s'il tiendrait jusqu'à là. La barre de Derek frappait régulièrement, chaque coup envoyant des éclats de bois voler sur mon parquet. Le bruit avait presque pris un rythme, comme une section de percussion tordue annonçant la fin de ma vieille vie. « Presque » cria Derek, triomphant. Cette vieille porte est plus solide que je ne le pensais, mais rien que je ne puisse gérer. La voix de Charlotte tremblait d'excitation. « J'ai tellement hâte d'entrer. Joseph doit se cacher là-dedans comme une petite souris apeurée. Il a toujours été un lâche face aux vrais conflits. Un lâche, après 28 ans de mariage. C'était ainsi qu'elle me voyait. Pas comme un homme qui avait travaillé jusqu'à l'épuisement pour bâtir une entreprise qui soutenait son style de vie. Pas comme un mari qui avait mis son bonheur au-dessus. Du mien, d'innombrables fois, juste un lâche. Peut-être avait-elle raison. Peut-être avais-je été lâche en restant silencieux quand elle critiquait tout ce que je faisais. Peut-être avais-je été lâche en faisant semblant de ne pas remarquer qu'elle rentrait à minuit, parfumée d'un autre homme. Peut-être avais-je été lâche en espérant sauver notre mariage, même après avoir découvert sa trahison. Mais je ne me sentais plus comme un lâche. Je me dirigeai vers mon bureau et ouvris le coffre derrière le tableau du phare. Le même coffre que Charlotte venait de décrire en détail à son amant. À l'intérieur, avec tous mes documents importants, se trouvait quelque chose que je n'avais pas touché depuis 15 ans. Le revolver de service de mon père. Il l'avait porté lors de 2 missions au Vietnam et me l'avait donné avant de mourir, avec un conseil simple. Certaines batailles, tu peux t'en aller, fils. D'autres, tu dois les gagner. Je vérifiai le barillet, toujours chargé, exactement comme je l'avais laissé. Mon père m'avait appris à toujours le garder prêt, au cas où. Je n'avais jamais imaginé que ce « au cas où » impliquerait ma propre femme et son amant tentant de me voler en plein jour. La barre frappa à nouveau, et cette fois j'entendis le son distinctif du métal frappant le métal. Derek avait atteint le verrou. Ça ne serait plus long maintenant. « Je crois que je l'ai » criait-il. Encore quelques coups et on entre. Je glissai le revolver dans ma ceinture, le couvrant avec ma veste, chemise. Je ne comptais pas m'en servir. Je n'étais pas ce genre d'homme. Mais le savoir là, prêt, me donnait un contrôle que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Les minutes s'égrenaient comme des heures. Je faisais les 100 pas entre la cuisine et le salon, regardant l'heure obsessivement. 18 minutes depuis mon appel à Marcus. 17 minutes, 16. À travers la fenêtre, je voyais les voisins commencer à remarquer le tumulte.
Madame Henderson, de l'autre côté de la rue, se tenait sur son porche, téléphone en main. Monsieur Peterson était sorti de son garage, observant la scène. Une partie de moi se sentait embarrassée que mon humiliation privée devienne un spectacle de quartier. Mais surtout, j'étais reconnaissant qu'il y ait des témoins de ce qui allait se passer. Le pied de biche frappa de nouveau, et j'entendis un bruit différent. Le cliquetis métallique du verrou cédant enfin. « Ça y est !» hurla Derek. « On est dedans !» Mais au même instant, un autre son retentit. Un grondement sourd, celui d'un moteur diesel fonçant sur Maple Street à toute vitesse. À travers la fenêtre du salon, j'aperçus une Chevrolet Silverado noire prendre le virage si vite que les pneus crissèrent. Marcus. Le camion s'arrêta dans mon allée, soulevant un jet de gravier à quelques centimètres seulement du pare-choc de Derek. La portière s'ouvrit, et mon frère en sortit. Si Derek était intimidant, Marcus était terrifiant. 1,95 mètres de muscles solides, des bras comme des troncs d'arbres, et un visage taillé dans le granit. Ancien sergent d'instruction pendant 12 ans, avant de prendre sa retraite de l'armée, il se tenait toujours comme un homme qui exigeait l'obéissance immédiate de tous ceux qui l'entouraient. Mais Marcus n'était pas venu seul. 2 autres véhicules déboulèrent dans mon allée en succession rapide. Le premier, une BMW argentée conduite par un homme en costume, certainement un avocat. Le second, une berline quelconque, d'où descendirent une femme avec une caméra et un homme portant un équipement d'enregistrement. Charlotte et Derek restaient figés sur mon porche. Derek toujours en train de tenir son pied de biche, tous deux fixant cette petite armée qui venait de se rassembler dans mon jardin. Marcus marcha lentement vers la maison, ses bottes crissant sur le gravier. Lorsqu'il parla, sa voix portait cette autorité qui faisait se redresser les hommes les plus sûrs d'eux. Derek Molina, 37 ans, actuellement employé au Gold's Gym sur Riverside Drive. Marcus lisait dans un petit carnet en marchant. Divorcé de Linda Molina en 2000 pour infidélité. Retard de 3 mois sur une pension alimentaire de $2 400. Mandat en cours pour infraction routière impayée dans 2 comtés. Le visage de Derek devint livide. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il. Marcus continua, ignorant la question. Charlotte Ella Mitchell née Williams, née le 15 avril 1972, actuellement sans emploi, mais recevant une allocation mensuelle de $3 500 de son conjoint. Transfert systématique d'argent des comptes communs vers des comptes personnels depuis octobre 2022. Montant total détourné, $75 837. La bouche de Charlotte s'ouvrait et se refermait, comme un poisson hors de l'eau. Comment avez-vous eu ces informations ? Je m'avançai vers la porte d'entrée, la main reposant sur le revolver dans ma ceinture. À travers le bois endommagé, j'entendais tout parfaitement. Marcus sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. Je m'appelle Marcus Mitchell et je suis détective privé agréé. Voici Robert Thompson de Thompson Associés et Jennifer et Paul de Diamond Investigations. Nous documentons vos activités depuis 6 semaines. 6 semaines ? Une vague de gratitude pour mon frère me submergea presque au point de me faire vaciller. Tandis que je me morfondais et essayais de sauver mon mariage, Marcus construisait discrètement un dossier contre ceux qui tentaient de me détruire. L'homme en costume, Robert Thompson, s'avança et tendit à Derek un document officiel. « Monsieur Molina, ceci est une ordonnance restrictive vous interdisant de vous approcher à moins de 150 mètres de cette propriété ou de Joseph Mitchell. Toute violation constitue un crime. » Derek regarda le papier comme s'il était écrit dans une langue étrangère. « Charlotte a tous les droits pour être ici, » protesta-t-il. « En réalité, » répondit Thompson calmement, « elle ne... » Hier matin, Madame Mitchell a été officiellement signifiée d'une procédure de divorce chez sa sœur, là où elle vit depuis le 15 janvier. À partir de midi, elle n'avait plus aucun droit légal sur cette propriété. Pendant que je restais assis dans ma maison, me lamentant sur mon sort, mon équipe juridique était déjà à l'œuvre. Je n'avais même pas réalisé que j'avais une équipe juridique.
Charlotte retrouva sa voix, mais plus aiguë et perçante que d'habitude. « Joseph, Joseph, sors ici et dis-leur que tout ça n'est qu'une erreur. » Je pris une profonde inspiration et ouvris ce qui restait de ma porte d'entrée. L'air frais de janvier me gifla le visage. Mais ce fut un souffle de liberté après tant de jours enfermés. Derek leva son pied de biche en me voyant, mais Marcus était déjà à ses côtés, en 2 enjambées rapides. Sans effort apparent, il arrêta l'outil, le fit tournoyer hors des mains de Derek et le lança sur le béton. Le métal heurta le sol comme une épave abandonnée. « Agression avec une arme dangereuse », nota Marcus calmement. « Jennifer, tu as filmé ça ?» La femme à la caméra hocha la tête. Chaque seconde. Je regardais Charlotte. Vraiment regardé. Pour la première fois depuis des mois. Elle était toujours belle, 52 ans, mais paraissait plus proche de 40, grâce à tous ces soins de spa que j'avais payés. Mais dans ses yeux, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une peur réelle. « Joseph, » dit-elle, sa voix soudain petite, suppliante. « Chérie, on peut arranger ça. Pas besoin d'avocat ni d'enquêteur. C'est entre nous. » « Non, Charlotte, » répondis-je, surpris de la fermeté de ma propre voix. « Plus entre nous, depuis le moment où tu as décidé de voler mon argent et de cambrioler ma maison. » Thompson fit un pas en avant avec un autre jeu de documents. « Madame Mitchell, vous êtes signifiée pour un procès civil pour vol, fraude et dommages émotionnels intentionnels. L'État du Texas condamne sévèrement les conjoints qui pillent systématiquement des biens communs tout en planifiant d'abandonner leur mariage. » Le visage de Charlotte se décomposa. « Je n'avais pas prévu que ça aille si loin. Je voulais juste être heureuse. »« Vous vouliez être heureuse avec mon argent ?» corrigea-je. « Il y a une différence. » Derek, sentant peut-être que la situation lui échappait complètement, tenta de reculer vers son camion. Marcus bloqua son chemin. « Où crois-tu aller, monsieur Molina ? » « Écoute, Nilma, je ne savais pas qu'elle était mariée quand on a commencé à se fréquenter. Elle m'a dit qu'elle était divorcée. Le mensonge était si flagrant, si facilement vérifiable, que même Charlotte sembla choquée. « Derek, ce n'est pas vrai. Je t'ai tout dit sur ma situation. »« Ah oui ?» La voix de Derek se fit agressive. « Tu m'as parlé des détectives privés, des ordonnances de protection ? Parce que si tu l'avais fait, je ne serais sûrement pas là, exposé comme un idiot. » Et comme ça, le duo Charlotte-Derek commença à se fissurer. Sous la pression, leur loyauté mutuelle s'évapora comme la rosée du matin. Marcus sortit son téléphone et composa un numéro. « Ici Mitchell. Nous avons besoin d'une patrouille au 62 Maple Street pour tentative de cambriolage et agression avec une arme dangereuse. Oui, tout est documenté. 2 suspects, un homme, une femme. » Alors que j'écoutais mon frère coordonner avec la police, je ressentis quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, la sensation d'être protégé. Pendant si longtemps, j'avais été le protecteur de Charlotte, de notre mariage, de l'illusion que tout allait bien. Mais maintenant, pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un me protégeait moi. Le son des sirènes au loin se fit de plus en plus proche et la façade de Charlotte s'effondra enfin complètement. « Joseph, s'il te plaît, ne les laisse pas m'arrêter. Je suis ta femme. » Je la regardais une dernière fois, cette femme qui avait partagé mon lit, ma vie pendant 28 ans. Et je ne ressentais pour elle que de la pitié. « Non, Charlotte, » dis-je doucement. « Tu n'es plus que quelqu'un que j'ai connu. » Les policiers arrivèrent en quelques minutes. Leurs gyrophares rouges et bleus peignaient le quartier cale de couleurs alternées, symbole d'autorité. Par la porte endommagée, j'observais l'agent Martinez descendre de la première voiture de patrouille. Le visage sérieux, mais pas surpris. Visiblement, les interventions pour destruction de propriétés domestiques ne l'étonnaient plus. Marcus s'avança vers l'agent avec la confiance tranquille de quelqu'un habitué aux forces de l'ordre. Ils parlèrent à voix basse pendant plusieurs minutes, tandis que Jennifer continuait de filmer et que Paul ajustait son matériel. Charlotte et Derek se tenaient maladroitement sur mon perron, semblant vouloir fuir, mais sachant qu'ils n'avaient nulle part où aller. « Monsieur Mitchell. »
L'agent Martinez s'avança vers moi, la main posée négligemment sur sa ceinture. Je comprends qu'il y a eu une tentative d'effraction. Exact, répondis-je en désignant le cadre de porte éclaté. Ma ancienne épouse et son compagnon ont utilisé un pied de biche pour tenter d'entrer chez moi. Derek fit un pas en avant, le torse bombé dans un simulacre de confiance. Attendez une minute. Charlotte a tous les droits d'entrer chez elle. Ce type a changé les serrures illégalement. L'agent Martinez le regarda avec l'expression lasse d'un homme qui avait déjà entendu toutes les excuses possibles. Et vous êtes Derek Molina? Je suis l'ami de Charlotte. Son ami? Martinez nota quelque chose sur son carnet. Et quel rôle jouez-vous dans ce litige entre mari et femme? Je suis là pour protéger ses droits, répondit Derek. Mais sa voix avait perdu une partie de son assurance. Thompson s'avança avec sa mallette. Agent Martinez, je suis Robert Thompson, l'avocat de M. Mitchell. J'ai des documents qui pourraient clarifier la situation légale. Alors que Thompson étalait ses papiers sur le capot de la voiture de patrouille, Marcus s'approcha avec son propre dossier, une épaisse enveloppe en manille qui semblait menaçante à la lumière du matin. « Joseph, murmura-t-il, il y a des choses que tu dois voir, des choses que j'ai découvertes pendant mon enquête, et qui vont bien au-delà de l'argent. » Mon estomac se noua. Quel genre de choses? Au lieu de répondre, Marcus ouvrit l'enveloppe et me tendit une pile de photographies. Les premières montraient Charlotte et Derek dans divers restaurants et hôtels, clairement intimes, clairement pas en train de cacher leur relation. Mais à mesure que je parcourais les photos, les images devenaient plus inquiétantes. Charlotte dans une banque, discutant avec un conseiller de prêt. Charlotte dans une agence immobilière, examinant des biens. Charlotte dans un cabinet d'avocats, qui n'était définitivement pas celui de Thompson. Elle ne se contenait pas de voler de l'argent, prévoyait de disparaître avec. Il me tendit un autre document, un contrat de location pour une maison à Cancún, au Mexique. Le bail était d'1 an, commençant le 1er février, dans seulement 2 semaines. Le loyer mensuel était de $4 000, et le document était signé par Charlotte et Derek. Il prévoyait de prendre votre argent et de disparaître du pays. Marcus continua. Derek a de la famille au Mexique. Ils auraient pu disparaître pendant des années avant que quelqu'un ne les retrouve. Je fixais le contrat de location, les mains tremblantes. Non seulement Charlotte me trahissait émotionnellement et financièrement, mais elle préparait aussi sa disparition totale de ma vie, emportant tout ce que je possédais et me laissant sans rien. L'officier Martinez termina de consulter les documents de Thompson et s'approcha de nous, l'air grave. « Madame Mitchell, vous devez comprendre que changer les serrures d'un bien marital n'est pas illégal lorsque des procédures de divorce ont été engagées. Vous n'avez aucun droit légal d'entrer dans cette maison. » Le visage de Charlotte devint rouge de colère. « Procédure de divorce? Joseph, de quoi parlez-vous? » Thompson ouvrit sa mallette et sortit un autre jeu de papier. « Madame Mitchell, vous avez été officiellement assignée à comparaître dans le cadre de procédures de divorce hier matin. Selon mes registres, vous avez signé pour ce courrier recommandé à 9h43. Je n'ai jamais ouvert cette enveloppe, protesta Charlotte. Je pensais que c'était du courrier indésirable. L'ignorance d'un document légal n'annule pas sa validité, répondit Thompson d'un ton calme. Depuis hier, vous n'avez aucun droit sur cette propriété. Votre tentative d'entrer ce matin constitue une effraction. Derek, qui devenait de plus en plus agité, explosa soudainement. Tout ça, Charlotte m'avait dit que son mari était un vieux faible qui ne se défendrait pas. Elle m'a dit qu'on pouvait tout prendre. L'aveu flotta dans l'air comme un nuage toxique. Même Charlotte sembla stupéfaite par la trahison décontractée de Derek, révélant leur complot. Marcus esquissa un sourire sombre et fit un geste vers Jennifer, qui filmait toujours tout. « Merci pour cette confession, Monsieur Molina. Cela va grandement faciliter le travail du procureur. » Le visage de Derek se décomposa lorsqu'il comprit ce qu'il venait de faire. « Je veux un avocat. »« C'est votre droit, » répondit l'officier Martinez. « Mais d'abord,
Nous devons discuter des accusations auxquelles vous faites face. » Alors que Martinez expliquait la situation légale de Derek, Marcus m'attira de nouveau sur le côté. « Joseph, il y a plus, des choses difficiles à entendre. » Il me tendit une autre photo. Celle-ci montrait Charlotte, dans ce qui semblait être une clinique médicale, tenant la main d'une femme que je ne reconnaissais pas. « Sa sœur » demanda Gilles. « Non. » La voix de Marcus était douce mais ferme. « C'est le docteur Sarah Hendricks, une psychiatre spécialisée dans ce qu'on appelle le conseil stratégique pour divorce. » Je fronçai les sourcils. « Qu'est-ce que ça signifie ? » « Cela veut dire que Charlotte planifie ce divorce depuis plus d'1 an, » expliqua Marcus. « Le docteur Hendricks aide les femmes à maximiser leurs indemnités en documentant les abus émotionnels, la manipulation financière et le traumatisme psychologique. » Charlotte préparait un dossier pour tout prendre. Le monde sembla se mettre à basculer autour de moi. Abus émotionnels, manipulation financière, je lui avais tout donné. Et voilà comment elle allait le présenter au tribunal. Marcus continua. « Selon les notes du docteur Hendricks, obtenues grâce à un enquêteur privé, Charlotte prétendait que vous étiez contrôlant, émotionnellement distant et financièrement abusif. Elle allait soutenir que sa liaison était la conséquence de votre négligence et qu'elle méritait une compensation énorme pour des années de dommages psychologiques. » Je me sentis malade. Alors que je me tourmentais pour sauver notre mariage, Charlotte construisait systématiquement un dossier pour me détruire. Chaque conversation, chaque dispute, chaque moment de tension avait été un potentiel argument pour son assaut légal. « Il y a plus, » dit Marcus en me tendant un autre document. « Elle avait pris une assurance vie sur toi il y a 6 mois, 500 000 $, avec elle comme seule bénéficiaire. » Les implications me frappèrent comme un coup physique. Elle préparait, je ne sais pas exactement quoi, interrompit Marcus. Mais le timing est suspect. La plupart des gens n'augmentent pas l'assurance vie de leur conjoint en pleine procédure de divorce, sauf pour une raison précise. Je regardais Charlotte à travers le jardin. Elle pleurait ouvertement pendant que l'agent Martinez lui expliquait sa situation légale. Cette femme que j'avais aimée, et en qui j'avais eu confiance pendant près de 3 décennies, avait systématiquement planifié ma destruction financière, et peut-être même physique. Thompson s'approcha avec un autre lot de documents. « Joseph, il faut que tu regardes ces relevés bancaires. » Nous avons retracé l'argent que Charlotte a volé, et le schéma est plus complexe que nous ne le pensions. Les relevés bancaires révélaient une série de transferts débutant il y a 18 mois, bien avant que je soupçonne quoi que ce soit. De petites sommes d'abord, quelques centaines ici et là, puis des montants plus importants, toujours programmés pour coïncider avec les paiements de l'entreprise, afin de masquer leur absence. Mais la preuve la plus accablante était une série d'emails entre Charlotte et Derek, récupérés par mon équipe d'enquête sur son téléphone. Dans ces messages, elle détaillait mes routines quotidiennes, l'emploi du temps de mon entreprise et même mes problèmes de santé. Elle fournissait à Derek des informations sur ma vie, mes vulnérabilités et mes biens. Un email daté d'il y a seulement 3 semaines fit glacer mon sang. Joseph a de nouveau des douleurs thoraciques, mais refuse de consulter un médecin. Sa fierté ne lui permet pas d'admettre qu'il vieillit. Si quelque chose lui arrivait, l'assurance vie réglerait tout. Nous n'aurions même pas à nous soucier du divorce. Je lus cet email 3 fois, et à chaque lecture, ma nausée grandissait. Charlotte ne prévoyait pas seulement de me quitter, elle espérait ma mort. Marcus posa une main sur mon épaule. « Joseph, je sais que c'est écrasant, mais tu dois comprendre l'ampleur réelle de ce à quoi nous faisons face. Charlotte et Derek ne se contentaient pas d'avoir une liaison. Ils planifiaient un crime financier complexe. Et peut-être pire. » L'agent Martinez revint vers nous, le visage grave. « Monsieur Mitchell, sur la base des preuves fournies par votre avocat, je place Madame Mitchell en état d'arrestation pour vol, fraude et complot en vue de cambriolage. Monsieur Molina est inculpé de tentative de cambriolage, d'agression avec arme et de complot. » Les sanglots de Charlotte devinrent hystériques lorsqu'il s'approcha d'elle avec les menottes. « Joseph, s'il te plaît,
Ne me laissez pas arrêter. Je suis désolé. J'ai fait des erreurs, mais je t'aime encore. Encore m'aimer? Après tout ce que j'avais découvert dans l'heure passée, ces mots furent comme un nouveau coup de couteau dans ma poitrine. Derek, quant à lui, avait complètement abandonné toute prétention de loyauté envers Charlotte. « Officier, je veux faire un marché, dit-il. Je peux te révéler tous ses plans. Elle m'a manipulé exactement comme elle a manipulé son mari. La trahison a été rapide et totale. Sous la pression, leur partenariat s'était effondré en accusations mutuelles et en tentatives désespérées de se protéger. Alors que je regardais la femme que j'avais épousée être menottée, un mélange étrange d'émotions m'envahit. Tristesse pour la perte de ce que je croyais être l'amour, colère face à l'ampleur de sa tromperie. Mais sous tout cela, quelque chose d'inattendu, le soulagement. Pendant des mois, je me tourmentais avec des questions. Qu'avais-je mal fait? En quoi avais-je échoué en tant que mari? Pourquoi n'avais-je pas été suffisant pour Charlotte? Maintenant, je savais la vérité. Je n'avais pas échoué. J'avais été ciblé. Charlotte ne m'avait pas quitté par amour. Elle menait une arnaque de longue date. Thompson s'approcha avec un dernier document. « Joseph, voici une ordonnance de protection d'urgence, empêchant Charlotte d'accéder à vos biens et à vos avoirs. Elle gèle également ses comptes bancaires en attendant les résultats de l'enquête criminelle. » Je signai les papiers d'une main ferme. Regardons les voitures de patrouille, emmener Charlotte et Derek en garde à vue. Le quartier retrouva peu à peu son calme, bien que je vis des rideaux frémir dans plusieurs fenêtres, alors que mes voisins essayaient de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Marcus posa son bras sur mes épaules, tandis que nous regardions les voitures disparaître dans Maple Street. « C'est fini, Joseph, » dit-il doucement. « Le pire est derrière toi. » Je regardais ma porte d'entrée endommagée, les éclats de bois éparpillés sur le porche, les traces de violence qu'il faudrait réparer. Mais pour la première fois depuis des mois, je ressentis une sorte de paix. « Non, » répondis-je, surpris par la certitude de ma voix. « Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. » L'appel arriva à 14 heures, juste au moment où je rencontrais un entrepreneur pour réparer ma porte. Le numéro était masqué, mais quelque chose me dit de décrocher. « Joseph ?» La voix de Charlotte était à peine un murmure, tendue et désespérée. « Joseph, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » Je m'excusai auprès de l'entrepreneur et me dirigeai vers mon bureau. « Charlotte, tu n'es pas censée me contacter. L'ordonnance de protection, je n'ai droit qu'à un appel pour des affaires légales. » Elle m'interrompit. « Joseph, tu dois m'écouter. Derek t'a menti sur tout. » Malgré moi, un frisson de curiosité me traversa. « Que veux-tu dire? » Il a dit à la police des choses fausses. Il essaie de faire croire que tout venait de moi, que je l'ai forcé à m'aider. Mais Joseph, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je m'assis lourdement dans le fauteuil de mon grand-père. Alors, raconte-moi ce qui s'est vraiment passé. Un long silence s'installa, seulement brisé par la respiration haletante de Charlotte. Quand elle reprit, sa voix était différente, plus petite, plus vulnérable que je ne l'avais entendue depuis des années. Derek est venu vers moi, à la salle de sport il y a 18 mois. Pas l'inverse. Il disait qu'il voyait que j'étais malheureuse, que je méritais mieux que ce que j'avais. Il était charmant, attentif. Il me faisait sentir spécial, comme je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Je fermai les yeux, me souvenant de la soudaine passion de Charlotte pour le fitness, de ses heures passées à la salle chaque jour. Au début, c'était juste quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui écoutait mes problèmes. Mais ensuite, Derek a commencé à poser des questions sur toi, sur nos finances, sur notre mariage. Il disait vouloir comprendre ma situation, mais maintenant je comprends qu'il récoltait des informations. Des informations pourquoi? Pour ça? La voix de Charlotte se brisa. Joseph, Derek a déjà fait ça. La police m'a dit aujourd'hui qu'il y a 3 autres femmes au cours des 5 dernières années. Des femmes avec des maris riches, des femmes qu'il avait séduites et convaincues de l'aider à voler de l'argent. La révélation m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Tu veux dire que je n'étais qu'un autre pigeon? Charlotte sanglotait ouvertement maintenant.
Je croyais qu'il m'aimait. Je pensais qu'il voulait construire une vie avec moi. Mais quand la police nous a arrêtés et que tout s'est effondré, il m'a jeté comme une ordure. Il leur a dit que j'étais le cerveau derrière tout ça, que je l'avais menacé s'il ne m'aidait pas. Charlotte, je n'ai jamais menacé personne de ma vie. Et pourtant, je me suis surpris à la croire. Pas parce que je voulais, mais parce que dans un coin de mon cœur, je pensais que ça pouvait être vrai. Mais parce que ça correspondait exactement à ce que j'avais observé du caractère de Derek. C'était un prédateur, ciblant les femmes vulnérables. Et Charlotte, malgré toutes ses erreurs, avait été vulnérable à sa manière. « Et l'argent que tu as volé ?» demandai-je. « 75 000 $ ne disparaissent pas par accident. » Derek disait que c'était pour notre futur ensemble, répondit Charlotte, abattue. Il disait qu'on devait mettre de côté un petit capital pour repartir à zéro ailleurs. Il me jurait que ce n'était pas vraiment un vol, puisque la moitié de tout me revenait de toute façon, en tant que ta femme. Je l'ai cru, parce que je voulais croire. Je me frottais les tempes, sentant un mal de tête monter. La maison au Mexique, l'assurance vie, tout. C'était l'idée de Derek. Il disait que le Mexique était magnifique, qu'on pourrait y vivre comme des rois avec de l'argent américain. Quant à l'assurance, elle se tut un instant. Derek disait que c'était juste une bonne planification financière. La plupart des couples de notre âge avaient des polices plus importantes que la nôtre. Je n'avais jamais pensé à ce que cela signifiait. Jusqu'à aujourd'hui, quand mon avocat m'a expliqué ce que la police pense que nous planifions. Les implications étaient claires. Derek ne comptait pas seulement voler mon argent. Il prévoyait aussi de toucher à mon assurance vie. Charlotte avait été son complice, mais elle avait aussi été son outil involontaire. Charlotte, dis-je prudemment, Derek t'a-t-il déjà suggéré des manières dont quelque chose pourrait m'arriver, des accidents ou des soucis de santé? Le silence s'étira si longtemps que je crus qu'elle avait raccroché. Enfin, elle murmura. Il plaisantait parfois à propos de tes douleurs à la poitrine. Il disait que le stress était dangereux pour un homme de ton âge et que je devrais arrêter de te harceler, parce que la pression pourrait te provoquer une crise cardiaque. Il le disait comme s'il était protecteur, mais maintenant nous comprenions toutes les deux ce que Derek suggérait vraiment. Joseph, je sais que j'ai fait des erreurs terribles. Je sais que je t'ai blessé d'une manière qui ne peut jamais être pardonnée. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire du mal physiquement. Tout ce que Derek planifiait, j'étais trop aveugle pour le voir. Je la croyais, mais ça ne changeait rien entre nous. Charlotte avait été imprudente, égoïste et cruelle, mais elle n'avait pas été une meurtrière en puissance. Derek, lui, était bien plus dangereux. « Que veux-tu de moi, Charlotte ?»« Je veux réparer ça, dit-elle avec urgence. Je veux témoigner contre Derek, dire à la police tout ce que je sais sur son opération. Mais mon avocat dit que j'aurai besoin de ta coopération pour conclure un accord avec le procureur. » « Quel genre de coopération ? » Une déclaration disant que tu crois que j'ai été manipulé, que Derek était le vrai cerveau derrière tout. En échange, je plaiderai coupable aux accusations de vol. J'accepterai de rembourser chaque centime que j'ai pris, avec intérêt. J'ai considéré son offre. Une partie de moi voulait voir Charlotte punie jusqu'au bout de la loi pour ce qu'elle avait fait à notre mariage et à ma confiance. Mais une autre partie, celle qu'il avait aimée jadis, ressentait presque de la pitié. « Je vais y réfléchir », lui a dit. « Joseph, il y a autre chose. Derek a été libéré sous caution ce matin. Sa famille a versé 50 000 $ pour le faire sortir. » Mon sang se glaça. Il est dehors. Son avocat avait plaidé qu'il représentait un risque faible, à cause de son travail et de ses liens avec la communauté. Mais Joseph, tu ne connais pas Derek comme je le connais maintenant. Il te tient pour responsable d'avoir ruiné son plan. Il n'est pas seulement en colère, il est dangereux. Je me suis dirigé vers la fenêtre de mon bureau et ai regardé la rue tranquille du quartier. Tout semblait normal, paisible, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation d'être observé. « As-tu prévenu la police ?» ai-je demandé. « Ils disent qu'ils ne peuvent rien faire tant qu'ils ne violent pas l'ordonnance. Mais Joseph, un simple bout de papier n'arrêtera pas Derek s'il décide qu'il n'a plus rien à perdre. » Après avoir raccroché, j'ai appelé Marcus immédiatement.
Il est arrivé moins de 30 minutes plus tard, accompagné de 2 hommes que je ne connaissais pas. Tous 2 semblaient avoir un passé militaire ou policier. Derek a payé sa caution, lui a dit dès qu'il est entré. Marcus avait l'air sombre. Je surveillais la situation, c'est pour ça que j'ai pris des renforts. Il désigna les 2 hommes. Voici Ray et Tommy. Ils travaillent pour ma société de sécurité. Ils vont rester ici jusqu'à ce que Derek soit de nouveau en garde à vue. Tu crois que Charlotte avait raison, qu'il est dangereux? Marcus hocha la tête. J'ai creusé dans le passé de Derek. Le schéma avec ses victimes précédentes est toujours le même. Séduction, vol, et quand ça tourne mal, violence. 2 de ses anciennes victimes ont fini à l'hôpital dans des accidents suspects. Frein de voiture défectueux, chute dans un escalier. Rien de prouvable à 100%, mais le motif est clair. Un frisson parcourut mon dos qui n'avait rien à voir avec le froid de janvier. Alors, que fait-on? On attend et on reste vigilant, répondit Marcus. Derek se croit malin, mais maintenant il est désespéré. Les hommes désespérés font des erreurs. L'appel arriva à 23h ce soir-là. J'étais dans mon salon, essayant de lire, mais surtout à l'écoute de chaque bruit de la vieille maison, quand mon téléphone vibra. Le numéro de Derek. Tu as tout foutu en l'air. Sa voix était pâteuse, pleine d'alcool et de rage. J'avais tout planifié. Parfait. Et toi, il fallait que tu joues au détective. Derek, tu dois raccrocher, dis-je calmement, bien que mon cœur battait la chamade. Tu violes l'ordonnance. L'ordonnance, hurla-t-il. Tu crois qu'un bout de papier va te protéger? Que ton frère et ses soldats vont être là à chaque minute, chaque seconde? Je pouvais l'entendre respirer lourdement. Je l'imaginais presque faire les 100 pas, s'enfonçant dans sa fureur. J'aurais pu être tranquille pour la vie, continua-t-il. Charlotte, la cible parfaite. Mari riche, mariage malheureux, besoin d'attention. Il ne me restait qu'à attendre que tu fasses ta petite crise cardiaque. Et boum, 500 000 $ sans poser de questions. Mais ça n'a pas marché, hein? Non, ça n'a pas marché. La voix de Derek monta d'un ton, presque un cri. Parce qu'il a fallu que tu te méfies, que tu poses des questions, que tu ruines tout. Derek, quoi que tu planifies, je ne réfléchis plus, interrompit-il. Fini de réfléchir, fini de planifier, fini d'être prudent. Tu veux jouer dur? Très bien, jouons dur. La ligne se coupa. J'appelai immédiatement Marcus, qui était dans la chambre d'amis à l'étage. En quelques secondes, il était dans mon salon, pleinement habillé, alerte. Il vient d'appeler, dis-je. Il est ivre, en colère et fait des menaces. Marcus hocha la tête gravement et sortit son téléphone. Ray, Tommy, nous avons une situation. Derek vient de menacer Joseph directement. Je sais. Restez sur vos gardes. Il raccrocha et se tourna vers moi. Ray est dans la maison de l'autre côté de la rue. Tommy est dans le jardin. Si Derek se pointe ce soir, nous serons prêts. Et si il ne vient pas ce soir? Et s'il attend? Marcus sourit, mais ce n'était pas sincère. Un sourire agréable. Alors il attendra, pour rien. Pourquoi? Parce que demain matin, le procureur va déposer des charges supplémentaires contre lui. Harcèlement, menace terroriste, violation d'une ordonnance de protection. Cet appel vient de lui offrir 5 ans de prison supplémentaire. Je regardais mon frère. Tu as enregistré l'appel? Depuis ce matin, je filme tous tes appels. Chaque mot que Derek a prononcé ira directement au bureau du procureur demain matin. Pour la première fois depuis des heures, je me sentis légèrement soulagé. Derek pensait me traquer, mais en réalité, il venait de tomber dans un piège. Marcus, dis-moi de ne jamais me mettre de ton côté. Il éclata de rire. Crois-moi, petit frère. Après 28 ans à regarder Charlotte te marcher dessus, je ne fais que commencer. Derek a choisi la mauvaise famille avec qui jouer. Dehors, le vent s'intensifia, faisant vibrer les fenêtres de ma vieille maison. Dans l'obscurité, Derek planifiait probablement son prochain coup, convaincu qu'il pourrait encore sauver son plan raté. Mais il ne savait pas ce que je commençais à comprendre parfois. La meilleure défense n'est pas de fuir ou de se cacher. Parfois, c'est de rester ferme et de laisser vos ennemis se détruire eux-mêmes. 6 mois plus tard, je me tenais dans ma cuisine, préparant du café pour 2, une habitude que je pensais ne jamais retrouver. La lumière du matin traversait les fenêtres qui ne ressemblaient plus à des barreaux.
illuminant un espace. Transformé d'un monument aux promesses brisées à quelque chose qui ressemblait enfin à un vrai foyer. Les procédures judiciaires s'étaient terminées 3 semaines plus tôt. Charlotte avait plaidé coupable pour vol et fraude, 2 ans de probation et l'ordre de rembourser les 75 837 $ volés, avec intérêt. Sa coopération dans l'affaire contre Derek avait été suffisante pour l'éviter la prison. Mais elle devait travailler dans un grand magasin pendant des années pour honorer sa dette. Derek, lui, n'avait pas eu cette chance. Les charges supplémentaires de son appel menaçant, combinées aux preuves de son comportement prédateur envers d'autres femmes, lui valurent 12 ans de prison fédérale. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais enfin en sécurité. Son agent de libération conditionnelle m'avait informé que Derek devrait probablement purger au moins 8 ans avant d'être éligible à une libération. Mais la véritable transformation ne s'était pas produite dans la salle d'audience, elle s'était produite ici, dans cette maison qui avait autrefois ressemblé à un mausolée de souvenirs. « Bonjour, dit Elena en entrant dans la cuisine en chaussons, ses cheveux gris encore ébouriffés par le sommeil. À 62 ans, elle avait 6 ans de plus que moi, veuve depuis que son mari était mort d'un cancer 3 ans plus tôt. Nous nous étions rencontrés lors d'un groupe de soutien pour le deuil auquel Marcus m'avait convaincu d'assister, bien que mon deuil ne concernait pas la mort, mais la fin d'une illusion. Le café est presque prêt, répondis-je en la prenant dans mes bras par derrière, tandis qu'elle regardait le jardin. Les roses poussent vraiment bien. Elena m'avait aidé à repenser entièrement le jardin, supprimant les rosiers sophistiqués que Charlotte avait exigés et les remplaçant par de simples plantes vivaces, résistantes, nécessitant moins d'entretien, mais offrant une beauté plus authentique. Une métaphore parfaite pour ma reconstruction personnelle. Moins de prétention, plus d'authenticité. « Joseph, dit Elena doucement, se blottissant contre ma poitrine. « Es-tu heureux ?» C'était une question qu'elle me posait régulièrement, non par insécurité, mais par sincère inquiétude. Elena comprenait que guérir d'une trahison était un processus, pas un événement. « Oui, répondis-je, et pour la première fois depuis des années, je le pensais vraiment. » La sonnette retentit, et je sus sans regarder que c'était Marcus. Il avait pris l'habitude de passer toutes les quelques semaines, officiellement pour vérifier la sécurité, mais surtout pour s'assurer que je m'adaptais bien à ma nouvelle vie. « Bonjour, Joseph. Bonjour, Elena. » Marcus accepta une tasse de café et s'installa dans sa chaise habituelle. « Je pensais que tu voudrais savoir. Derek a été transféré hier en prison fédérale au Colorado. » Je hochai la tête, sans ressentir ni satisfaction ni regret. Derek n'était plus mon problème. Et Charlotte a commencé son nouveau travail chez Macy's. La semaine dernière, vendeuse en magasin, 8,50 $ de l'heure. Il lui faudra environ 15 ans pour rembourser ce qu'elle te doit. Elena serra ma main. As-tu pitié d'elle? Je réfléchis un instant. J'ai pitié de la femme que je croyais avoir épousée, dis-je enfin. Mais cette femme n'a jamais vraiment existé. La vraie Charlotte a fait ses choix, et maintenant elle doit vivre avec les conséquences. Marcus sourit avec approbation. C'est l'attitude la plus saine que j'ai entendue de ta part depuis 30 ans. Après le départ de Marcus, Elena et moi fîmes notre promenade matinale dans le quartier. Les mêmes voisins qui avaient été témoins de mon humiliation 6 mois plus tôt nous saluèrent maintenant chaleureusement, et plusieurs commentaires à quel point j'avais l'air mieux. J'avais perdu 20 kilos, commencé à faire du sport régulièrement, et retrouvé un morceau de vie qui me manquait depuis des années. « J'ai quelque chose à te dire, » dit Elena lorsque nous atteignîmes le coin où Maple Street croisait Oak Avenue. Un frisson d'anxiété me parcourut. Dans mon expérience, les conversations commençant par ces mots ne se terminaient jamais bien. Elena dut lire mon expression, car elle éclata de rire. « C'est une bonne nouvelle, Joseph. Ma fille a appelé hier soir. Elle veut te rencontrer. » La fille d'Elena vivait en Californie avec sa propre famille. Nous sortions ensemble depuis 4 mois.
mais je n'avais encore rencontré aucun des proches d'Elena. Le fait que sa fille veuille me connaître semblait significatif. « Que lui as-tu dit à mon sujet ?» demandai-je. « Je lui ai dit que tu es un homme bon, qui mérite d'être heureux, » répondit Elena simplement. « Je lui ai dit que tu me traites avec respect et gentillesse, et que je suis reconnaissante chaque jour de t'avoir trouvé. Pas sauvé, pas réparé, pas fixé, juste trouvé. » Cette nuance comptait plus qu'Elena ne le réalisait probablement. Cet après-midi-là, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je passais devant mon ancien immeuble de bureau. L'entreprise de conseil que j'avais construite pendant plus de 25 ans était maintenant entre de bonnes mains. Marcus m'avait aidé à trouver une équipe de direction pour gérer les opérations quotidiennes, pendant que je restais partenaire silencieux, percevant des dividendes, mais libre des journées de 16 heures qui avaient consumé ma vie pendant mon mariage. Mon téléphone sonna alors que j'étais assis sur le parking, regardant le bâtiment où j'avais passé tant d'années. Le numéro n'était pas répertorié, mais quelque chose me poussa à décrocher. « Joseph, c'est Charlotte. » J'aurais dû raccrocher immédiatement. L'ordonnance restrictive était toujours en vigueur, et elle n'était pas censée me contacter. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une qualité que je ne parvenais pas à identifier, qui me fit rester en ligne. « Que veux-tu, Charlotte ?» « Je voulais m'excuser, dit-elle doucement. Je sais que ça ne change rien et que tu ne veux probablement pas m'entendre, mais je devais le dire. Je restais silencieux. Je vous ai vu, toi et Elena, au supermarché la semaine dernière, continua-t-elle. Vous aviez l'air heureux, vraiment heureux, et j'ai réalisé que jamais je ne t'avais fait ressentir ça. Pas une seule fois en 28 ans. Cette admission était si honnête, si dépourvue de pitié pour elle-même ou de manipulation, qu'elle me prit complètement au dépourvu. « Charlotte, tu enfreins l'ordonnance restrictive en m'appelant. Je sais que c'est la dernière fois. Je voulais juste que tu saches que maintenant je comprends ce que Derek me faisait subir, et je comprends ce que je te faisais subir. Je n'ai jamais été une bonne épouse pour toi, Joseph. Tu méritais mieux. » Elle raccrocha avant que je puisse répondre. Je restai longtemps assis dans ma voiture, essayant de digérer la conversation. Pendant des mois, j'avais fantasmé sur le fait que Charlotte appelle pour s'excuser, admettre ses erreurs, implorer le pardon. Maintenant que c'était réellement arrivé, je ne ressentais rien d'autre qu'une tristesse distante. Pas pour ce que nous avions perdu, mais pour ce que nous n'avions jamais vraiment eu. Ce soir-là, Elena et moi avons préparé le dîner ensemble, une activité que Charlotte n'avait jamais appréciée. Nous parlions des projets d'Elena pour rendre visite à sa fille, d'un voyage que nous envisagions en Italie, de petites choses du quotidien qui, d'une manière ou d'une autre, semblaient profondes par leur simplicité. « J'ai reçu les papiers du divorce aujourd'hui, » lui dis-je en nettoyant après le dîner. Elena hocha la tête. « Et comment te sens-tu à ce sujet ?»« Libre, » répondis-je sans hésitation. Plus tard, alors qu'Elena dormait à mes côtés dans ce qui avait été le lit que je partageais avec Charlotte, je pensais au chemin qui m'avait conduit à ce moment. 6 mois auparavant, j'étais un homme brisé, dévasté par la trahison, et convaincu que ma vie était terminée. J'étais prêt à presque tout pardonner pour ne pas être seul. Mais j'avais appris que solitude et isolement ne sont pas la même chose. Entre l'arrestation de Charlotte et ma rencontre avec Elena, j'avais redécouvert des parties de moi-même enfouies depuis des années. J'avais retrouvé la sensation de prendre des décisions basées sur mes propres préférences et non sur les exigences de quelqu'un d'autre. J'avais appris la différence entre être nécessaire et être utilisé. Plus important encore, j'avais compris que l'amour, le vrai amour, n'avait rien à voir avec le désespoir ou la dépendance. Il s'agissait de 2 personnes entières, choisissant de construire quelque chose ensemble, et non d'une personne complétant l'autre. Mon téléphone vibra. Un message de Marcus. « J'ai vu la nouvelle sur la finalisation de ton divorce. Félicitations, frère. Maman et papa seraient fiers de l'homme que tu es devenu. » Je souris et éteignis le téléphone. Dehors, une pluie douce commença à tomber. Une de ces pluies printanières qui rendent tout vert et nouveau à nouveau. Pour la première fois depuis des décennies,
Je m'endormis sans me soucier de demain, sans planifier comment résoudre les problèmes des autres, sans marcher sur des œufs pour éviter le conflit. Je m'endormis simplement, content d'être exactement qui j'étais, exactement où j'étais, avec quelqu'un qui m'aimait, non pour ce que je pouvais offrir, mais pour la personne que j'avais choisi de devenir. Le vieux Joseph, celui qui avait été prêt à sacrifier sa dignité pour l'illusion de l'amour, avait disparu. L'homme qui avait émergé de cette trahison était plus fort, plus sage et enfin véritablement heureux. 6 mois plus tard, Elena et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans mon jardin, entouré du jardin vivace que nous avions planté ensemble. Marcus accompagna Elena jusqu'à l'autel, et sa fille fut la demoiselle d'honneur. Simple, honnête et parfait. Alors que nous échangions nos vœux sous le même chêne où Charlotte avait autrefois planifié des fêtes élaborées qui n'étaient que des spectacles, je ressentis un profond sentiment d'accomplissement. Pas parce que j'avais trouvé quelqu'un pour me compléter, mais parce que j'avais enfin appris à me compléter moi-même. La maison de Maple Street tenait toujours debout, mais elle n'était plus un musée de rêves brisés. C'était un foyer où 2 personnes ayant survécu à leur propre tempête avaient choisi d'affronter ensemble tout ce qui viendrait. Et pour la première fois de mes 56 ans, cela suffisait amplement.